Bienvenue dans ce VYP dont l'invité est Guillaume Quéroux, qui est le nouveau et jeune président de la Chambre de commerce des Yvelines, de commerce et d'industrie, la CCI, hein, des Yvelines. Vous avez été élu à l'unanimité. Il faut dire que votre liste a remporté tous les sièges. C'est ça. C'est quand même un succès. Oui, donc les entreprises yvelinoises, qui sont au nombre d'un peu plus de 100 000, ont massivement voté, puisqu'on est l'un des territoires de la région qui s'est le plus mobilisé sur le terrain en termes de nombre d'électeurs. Oui, ce qui est assez formidable. Alors, on va commencer par des questions peut-être un peu basiques pour comprendre quel est votre rôle et votre mission. Alors, qu'est-ce que c'est une chambre de commerce et d'industrie déjà ? Déjà, c'est ce que je viens de dire. C'est avant tout, c'est l'assemblée de l'ensemble des entrepreneurs et commerçants du territoire, donc qui représentent les 106 000 entreprises et agences du territoire. Derrière, en fait, c'est le porte-parole finalement de tous ces entrepreneurs qui va devoir mettre en place en fait la politique économique pour nos entreprises sur le territoire, et là pour les 5 prochaines années. Qu'est-ce qui vous a donné envie alors, on va parler de votre parcours après, qui est un parcours très intéressant parce qu'il est à la fois atypique et plein de motivation. Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de présider cette instance ? Avant d'avoir eu envie de présider une chambre de commerce, parce que c'est pas quelque chose dont on rêve, c'est pas un rêve d'enfant. C'est un cheminement en fait. C'est un parcours de vie. Parce que j'ai d'abord été éducateur de rue, j'ai été enseignant en physique-chimie dans le secondaire, et puis j'ai travaillé dans différentes entreprises à différents postes, et puis un jour, au chômage, j'ai créé mon entreprise. Mais ça, on va en parler peut-être tout à l'heure. Et puis quand vous créez une entreprise, vous êtes un acteur de la cité. Vous êtes un acteur économique, et puis vous vous engagez dans la vie de tous les jours. Et c'est un peu ce cheminement-là d'engagement, cet engagement au niveau des travailleurs indépendants que j'ai soutenu au travers les organisations professionnelles et patronales comme le MEDEF, par exemple, qui représente... oui, vous appartenez au MEDEF. Voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est un cheminement, et après de faire un peu plus que de représenter les entreprises, d'agir pour ces entreprises et dans une période un peu particulière. Et voilà, et on m'a poussé quelque part à ça. À prendre ses responsabilités. C'est une vieille histoire dans les chambres de commerce. Ça commence dans les années 1600 et la dernière réforme, je crois que c'est 2016. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans les territoires. Il y a des fonctionnements différents. En Île-de-France, ce sont les départements. Ailleurs, ce sont plutôt les régions, hein, c'est ça. Mais vous êtes lié aux autres chambres de commerce, évidemment. En fait, c'est un réseau. En fait, c'est un réseau de l'ensemble des chambres consulaires. Il y en a, je crois, à peu près 130 en France. Et on fonctionne effectivement par région. On est rattaché aujourd'hui à la région Paris-Île-de-France, qui est l'une des premières régions économiques avec un peu plus d'1 million d'entreprises, qui c'est la première chambre de commerce au monde. Comme vous le disiez, c'est une vieille dame. Les chambres de commerce et d'industrie ont près de 500 ans. La première a été créée. C'est assez étonnant, la première a été créée à Marseille. On dit aussi organisation consulaire, puisque les premiers élus de ces chambres de commerce étaient des consuls. Et puis voilà, il y a une transformation aujourd'hui qu'on subit de plein fouet. Alors on parle beaucoup de cette transition écologique, numérique, climatique, énergétique et globalement sociale que nous sommes en train de vivre. Et ces chambres de commerce et d'industrie dans les territoires doivent se réinventer et donner un nouvel élan aux politiques économiques et sociales du département, des territoires. On va parler de ça. Mais juste un mot, qui finance les CCI ? Alors, vous avez des subventions. L'État est quand même l'un des principaux financeurs des chambres de commerce et d'industrie, et puis les entreprises, à travers ce qu'on appelait la TFC, la taxe sur les frais de chambre, qui aujourd'hui s'appelle la taxe TCCI, qui globalement, c'est vrai que c'est pas une énorme taxe, mais multipliée par le nombre d'entreprises, ça donne quand même un petit peu de latitude. Et cette taxe, au fil des réformes successives,
a fondu comme neige au soleil. Et maintenant, effectivement, il faut réinventer aussi de nouveaux modes de financement et de nouveaux modes de travail avec les acteurs que sont les collectivités, les départements et les régions. Et c'est cet ensemble-là avec l'État qui finance le développement économique des territoires. Donc il y a une grosse capacité de financement si on prend en compte l'ensemble de ces acteurs. Alors, vous parliez justement des rapports avec les chefs d'entreprise. Vous dites il faut que les CCI soient plus visibles pour les chefs d'entreprise. Alors, vous allez danser, il y avait les gilets jaunes, vous dansez, vous, les gilets bleus, c'est ça? C'est ça, l'idée en fait. Non, mais l'idée, c'était effectivement, c'est vrai que au cours de la campagne, souvent les commerçants et les entrepreneurs sur les marchés, dans les zones d'activité, dans les zones industrielles, nous ont dit mais finalement la CCI n'est pas très visible, on ne sait pas trop ce que vous faites. Il y a un axe dont je n'ai pas parlé. Il y a effectivement ce soutien aux entreprises qui est quand même l'une des premières missions. Puis il y a le deuxième axe qui est plus visible, mais finalement pas visible par les entreprises en tant que telles. Ce sont l'ensemble des écoles, des CFA que les CCI gèrent. En Île-de-France, c'est plus de 70 000 jeunes qui sont formés chaque année à travers 24 campus. Des écoles très connues, telles que HEC, le SCP, l'ESSIE pour les ingénieurs informatiques, Ferrandi dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, les Gobelins dans le domaine de l'image et du motion design. Bref, on a vraiment cette capacité, mais d'un autre côté, c'est vrai que l'entrepreneur qui est en fait un tout petit entrepreneur, l'entreprise moyenne en France, c'est une toute petite entreprise avec 1 ou 2 salariés. Et ces très petites entreprises sont les plus nombreuses sur le territoire. Donc elles n'ont pas forcément accès à toute cette formation, l'apprentissage. Donc elles ne voient pas vraiment l'utilité d'une chambre de commerce, alors que l'utilité de la chambre de commerce, c'est à travers effectivement l'ensemble des politiques économiques, le développement de tiers-lieux, l'aménagement des infrastructures, le développement des logements. Vous voyez, le champ est très très vaste. Très vaste, tout ce qui c'est une aide aux entrepreneurs. Tout ce qui concourt à l'attractivité d'un territoire, au développement économique et au développement des emplois, à travers notamment la formation professionnelle. Alors, il y a parfois eu des conflits entre justement les politiques régionales et puis les chambres de commerce pour savoir qui devait mener les politiques économiques et la finance, absolument. Et vous vous dites, voilà, il faut se rapprocher maintenant des pouvoirs publics pour mener une vraie politique économique dans un territoire. Concrètement, ça veut dire quoi? Non, je dirais, si on prend le cas des Yvelines, on a 262 communes, on a 5 grands territoires. Chacune des communes, chaque interco, chaque territoire développe ses propres dispositifs pour ses ressortissants, pour ses habitants. Je pense que la Chambre de commerce et d'industrie doit être un peu la courroie de transmission de tout ça, doit un peu fédérer, avoir un rôle fédérateur, ce qu'elle fait à travers l'animation d'un certain nombre de réseaux dans le territoire. Et il faut retrouver un peu, il faut que cette Chambre redevienne la maison de tous les entrepreneurs en lien avec tous les territoires, c'est-à-dire avec tous les acteurs politiques locaux, et ce qui s'est un peu distendu ces derniers temps. Pour des histoires de financement, pour des histoires d'autonomie des chambres de commerce et d'industrie. Mais là, je pense qu'on est dans un moment de notre vie, de notre histoire, où là, il faut travailler ensemble. Et c'est ce qu'on a. Et c'est la façon dont on a gagné finalement ces élections, en rassemblant près de 180 organisations professionnelles, unions de commerçants, syndicats du territoire. Donc il faut continuer ça avec les collectivités qui sont les premiers donneurs d'ordre des projets de développement économique. Alors vous avez une vision d'ensemble de ce qu'est l'entrepreneuriat. Il y a une formidable évolution, on va y revenir quand on va parler du portage salarial et d'autres entreprises notamment, mais une formidable évolution avec beaucoup de naissances d'entreprises individuelles, d'entreprises ce qu'on appelait les entreprises unipersonnelles autrefois. Évidemment, vous vous occupez de tous, mais les problèmes ne sont pas les mêmes. Il y a de très grandes entreprises aussi dans les Yvelines, pour les très grandes entreprises et pour les entreprises qui ont une seule personne, par exemple. C'est la particularité, je crois, de notre département, où on a historiquement un des tissus industriels les plus développés de France et de la région, avec de très grandes entreprises industrielles qui, en pleine transition écologique, avec la fin du moteur thermique annoncé, les
les énergies alternatives vont devoir se réinventer en termes de mobilité, en termes de décarbonation, en termes de nouveaux usages. Et puis d'un autre côté, moi j'ai découvert pendant cette campagne qu'on avait dans le territoire 83 000 auto-entrepreneurs, toutes petites entreprises. Parce que j'ai lu 55, il y avait 55 000 entreprises et que vous vouliez doubler le... 55 000 entrepreneurs, 106 000 entreprises et établissements, parce qu'on a un grand nombre d'entreprises, en fait, si on prend des grandes enseignes qui ne sont que des établissements. Donc globalement, on va dire que, moi je grossis le trait en disant que c'est un peu plus de 100 000 entreprises, avec des entrepreneurs qui, pour 2 tiers d'entre eux dans le département, on a fait un peu de statistiques, ont au moins 2 entreprises. D'accord. Donc on a, pour les 2 tiers. Voilà. Ah oui, et puis important, on a globalement, on a 1% des entreprises du département qui sont des entreprises de plus de 50 salariés. Donc, pour donner un peu l'ordre de grandeur. Donc effectivement, il faut à la fois... Ça, c'est que 1%. Voilà, 1%. Et puis alors là, si on parle du CAC 40, on a un certain nombre de sièges sociaux de très grandes entreprises. Oui. Là, c'est une poignée d'entreprises, c'est 0,001% des entreprises. Donc c'est tout ça pour dire que finalement, le prisme doit être tourné, de mon point de vue, vers les porteurs de projets, vers les créateurs, vers les futures entreprises. C'est ça. Parce que le challenge, pour les 10 prochaines années, on a des chiffres intéressants. On a déjà un quart des Français qui veulent déménager. Donc ça, c'est très important. Et on a 90% des métiers qui vont être, soit qui vont disparaître, soit qui vont être profondément impactés par les nouveaux usages, notamment la transition écologique, le numérique et le climat. Incroyable. Donc tout ça, ce que ça veut dire, c'est on a vécu une période noire de notre histoire à travers cette pandémie qui a complètement gelé notre activité. Mais d'un autre côté, c'est la plus belle opportunité qu'on ait jamais eue en un siècle de réinventer notre monde, ce que font étymologiquement parlant, les entrepreneurs, inter, sans faire de donner de leçons, inter prehendere, saisir avec la main, maîtriser, et moi je dis généralement se saisir des problèmes, se saisir des sujets pour réinventer et changer le monde qui nous entoure. Et c'est votre projet, c'est de doubler en effet le nombre d'entreprises pendant les 5 ans de votre mandat. Parce que globalement, on est dans une dynamique de toute façon qui s'oriente de plus en plus. On voit qu'on a de plus en plus de demandeurs d'emploi. Donc le chômage n'a jamais cessé de croître au cours des 50 dernières années. Donc ça, c'est un fait. Et puis de l'autre, on a un taux de création d'entreprises qui est en forte augmentation partout dans le monde. En France, on a quand même un système qui permet de préserver à coup de subventions, d'exonérations, les emplois salariés. Mais il faut bien comprendre que dans les 10 prochaines années, on va doubler le nombre d'indépendants et d'entrepreneurs. Ouais. Donc après, il faut... Certains disent que c'est peut-être la fin du salariat qui se profile. C'est peut-être à plus long terme. Mais c'est plutôt une opportunité. Et oui, certains peuvent penser que c'est une crainte. Quelle que soit sa formation, quelle que soit sa formation, quel que soit son niveau, quelle que soit son origine sociale. Je suis moi-même fils d'ouvrier. Je n'étais pas destiné à être à la tête d'une entreprise de plusieurs centaines de salariés. Donc voilà, c'est de dire que l'ascenseur social fonctionne. Ça peut marcher. Et l'entrepreneuriat, je pense, doit être vraiment au cœur des politiques publiques, davantage que les politiques de l'emploi. Alors, en même temps, il y avait un article du Parisien l'autre jour qui disait « On n'a jamais autant bossé en France ». C'est-à-dire que... un mot peut-être justement sur les conséquences de la crise sanitaire. À un moment, on a eu très peur, on a pensé que ça aurait des conséquences terribles. On voit que finalement, ça se passe plutôt mieux que ce qu'on pouvait craindre, que l'emploi repart. Vous, quelle est votre vision? Vous êtes plutôt optimiste là aussi sur ce point? On voit que ça reprise d'après le Covid, d'après on Covid. voit que ça repart et que ça repart mieux puisqu'on a rattrapé en fait le niveau d'avant-crise. Donc là, il y a un fait. Les politiques publiques qui ont été mises en place pendant la pandémie
ont des résultats bénéfiques sur l'ensemble des entreprises, et notamment les très petites entreprises. Et phénomène incroyable, on n'a jamais créé autant d'entreprises en l'espace d'un an. On en a créé près d'1 million entre mai 2020 et mai 2021. Ouais. Donc c'est dire que non seulement, effectivement, il y a une reprise, mais qu'on peut aller bien au-delà si on accompagne ces créateurs, voilà, ces néo-entrepreneurs. Ouais, ces néo-entrepreneurs. C'est ça l'enjeu. Alors, on va parler un peu de votre parcours. Vous disiez, vous êtes né dans un quartier plutôt difficile. Hein, vous êtes né au Val-Fouré, je crois, à Mantes-la-Jolie. J'ai grandi au Val-Fouré. Vous avez grandi. Quel souvenir vous avez de cette enfance comme ça? Alors moi, j'ai eu la chance, quand j'étais très petit, effectivement, de vivre, et j'ai fait toute ma scolarité d'ailleurs au Val-Fouré, et puis entre le Val-Fouré et juste à côté, Boinville-en-Mantois, donc un tout petit village au vert à 10 km, avec 200 habitants, des champs à perte de vue. Donc c'est ces deux facettes un peu du territoire et deux facettes de la France finalement. Les quartiers prioritaires de la ville, d'un côté, avec des taux de chômage qui montent à 60%, notamment Val-Fouré aujourd'hui. Donc là, il y a un gros travail à faire. Et puis de l'autre, les déserts ruraux. On n'a plus de à Boinville, on n'a plus de commerce. Et comment avec cette opportunité qu'on a à travers cette transition écologique et numérique, avec le digital, la digitalisation, comment est-ce qu'on peut peut-être recréer de l'activité, recréer de l'emploi dans ces deux zones un peu délaissées, dans les quartiers prioritaires de la ville? Comment on crée de l'activité, et dans les territoires ruraux également. Il y a des politiques qui donnent d'ailleurs des résultats assez satisfaisants, mais c'est vrai qu'il y a un effort énorme à faire. Vous avez ensuite été éducateur spécialisé, vous avez fait des études de sciences physiques et de sciences de l'éducation, je crois. Et on a l'impression chez vous qu'il y a cette volonté de transmettre. C'est donc mon entreprise Didaxis, oui. C'est l'art de transmettre. En fait, moi, j'ai toujours vécu, en fait, moi, ma plus grosse expérience, c'est le milieu associatif. Et j'ai toujours été dans cette dynamique de transmission. J'ai toujours été dans une dynamique aussi de mentorat, d'accompagnement. Il se trouve que moi, ma première expérience entrepreneuriale, c'est au collège, lorsque j'avais 11 ans, de me dire, tiens, il y a plein de choses à faire. Pourquoi est-ce qu'on remettrait pas la coopérative au cœur des projets de l'école? Et puis voilà, on part avec une poignée de gamins à l'époque. Et puis on crée un commerce. Et à la fin, on a quoi? On a une vingtaine de vendeurs. Très tôt chez vous, hein. Et les fruits de ce qu'on gagne, ça finance les voyages de fin d'année de tous ceux qui n'ont pas les moyens de se les financer. Finalement, l'entreprise aujourd'hui, et mon expérience d'entreprise n'est pas éloignée de cette première expérience que j'ai eue il y a un peu plus de 30 ans. Parce que finalement, l'entreprise, ce qu'on oublie souvent, on la pointe du doigt lorsque ça ne va pas, mais on oublie que sa mission première est une mission sociale. Parce qu'elle crée des emplois, absolument. Elle crée de l'activité, elle crée de la richesse dans les territoires. Oui, et qui se répartit après. Alors, il se trouve que vous vouliez être indépendant dans la façon d'exercer votre métier, que ça n'existait pas à l'époque, et donc vous vous retrouvez au chômage. Hein, et en 2004, vous êtes au chômage, et vous décidez de fonder cette entreprise qui va s'appeler Didaxis, qui a un succès considérable aujourd'hui. Mais comment on fait quand on vient du Val-Fouré, on est au chômage, et comment on fait pour créer une entreprise? Vous trouvez des fonds, vous trouvez des... Alors aujourd'hui, non, parce que tout le monde me ferme les portes, bien évidemment. Au départ, je vais voir des banques, on me dit... en plus, j'étais en domiciliation dans un centre d'affaires, parce que je n'avais pas les moyens. Moi, j'ai démarré avec 1 000 € en faisant tous les fonds de tiroir. Donc, j'avais aucun réseau. Je ne connaissais personne, je n'avais aucun entrepreneur dans ma famille. Enfin, c'est pour dire que c'était pas simple, et les banques m'ont fermé les portes. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui nous déroulent le tapis rouge, qui veulent financer des rachats à l'international, le développement, la croissance externe. Mais à l'époque, c'était plus compliqué. Donc ce sont des étapes finalement. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui se nourrit de ses échecs et qui, je trouve, rebondit d'échec en échec.
Et je veux dire, aujourd'hui, j'en suis à une étape de la création de mon activité. On est dans des échecs qui ont fait des succès, parce que Didaxi, c'est quoi, 700 salariés aujourd'hui, non? Un peu plus de 700, un peu plus de 700 salariés, c'est 25 sociétés, 700 équivalents temps plein, avec en fait c'est 2500 personnes, mais qui, un certain nombre travaillent à mi-temps. On a des activités de service à la personne, des activités de bâtiment. On accompagne des personnes en reconversion, notamment des personnes, des seniors, des gens qu'on reconvertit sur un nouveau métier pour une deuxième partie de carrière. Donc voilà, alors, c'est une entreprise de portage salarial. Alors, peut-être que les gens ne savent pas exactement ce que c'est. C'est assez confidentiel, finalement, le portage salarial. Si on simplifie, en fait, c'est un statut d'indépendant et de salarié. On est vraiment dans les nouvelles formes de travail. Vous salariez les gens. Voilà, ce sont des professionnels qu'on qualifie d'autonomes, qui bénéficient d'un contrat de travail et qui ont autonomie dans le développement de leur clientèle. Ce sont des indépendants qui ont un statut de salarié, qui ont une fiche de paye, donc ils n'ont plus les problèmes pour se loger, pour les crédits, à la consommation, etc. Donc voilà, on a... Ça, c'est aussi une innovation assez incroyable. Enfin, c'est-à-dire que de concilier à la fois le salarié, la production du salariat, et l'indépendance. C'est ça votre... En 2004, on est quoi? On est une dizaine d'acteurs. C'est totalement illégal parce qu'on est en plein marchandage de main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est un développement qui est encouragé par le gouvernement, par le ministère du Travail. Une convention collective a été mise en œuvre pour vraiment accompagner cette transformation du monde du travail. Donc là, on est vraiment, si on regarde de haut, dans l'accompagnement des politiques publiques de l'emploi. C'est ça. Donc c'est pas juste un business, c'est bien au-delà de ça. Et puis c'est quasiment un million de Français qui ont utilisé ce dispositif sur les 15 dernières années pour rebondir. Donc c'est aussi ce qui m'a inspiré pour donner davantage de protection aux indépendants aujourd'hui, aux travailleurs de plateforme, de dire mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'ils disent oui voilà, est-ce qu'on peut pas imaginer des systèmes un peu hybrides où finalement, lorsqu'on n'a aucun filet, on bénéficierait quand même d'une protection sociale en cas de déconfiture. Alors, je parlais de transmission, vous avez écrit plusieurs livres aux éditions du Cherche-Midi, hein, la plupart. Le premier, c'était justement Tous indépendants en 2017, qui était justement sur votre expérience et l'idée que le travail était en train de changer, justement, que le monde de l'entreprise aussi. Ensuite, il y a eu Start-up République. C'est ça. Alors, c'est vrai que la France a la chance d'avoir des start-upers de génie et qui, d'ailleurs, alors il y a évidemment la création de les start-up, il y a aussi une nouvelle façon de vivre l'entreprise, j'ai l'impression. Ça se passe pas tout à fait pareil dans les start-up que dans les entreprises traditionnelles pour les rapports entre salariés. Et notamment dans les Yvelines, avec les tiers-lieux qui se développent, on voit tous ces jeunes entrepreneurs qui fédèrent aussi des experts un peu plus expérimentés et qui ont des façons de travailler, des façons de gérer leur activité, d'animer leurs réunions totalement différentes de ce qu'on trouve dans les entreprises traditionnelles. Troisième, c'était changer de job, changer de vie. Pendant le confinement. Là, vous parlez d'ailleurs dans ce livre de l'importance de trouver un mentor. Oui. Il faut quelqu'un qui puisse vous conseiller, quoi. Il ne faut pas être seul. C'est vrai que ce qui revient le plus souvent, c'est la solitude alors de l'entrepreneur ou de la personne en reconversion. Et on a aujourd'hui 90% des salariés qui ne sont pas... c'est une étude récente, qui ne se sentent pas bien heureux. Là où ils sont. Ils ne sont pas globalement heureux au travail. Oui, donc c'est aussi de dire. Se pose la question, est-ce que je peux changer, mais quel risque je prends? C'est la question que je pose dans des entretiens de recrutement. En dehors je leur dis souvent, mais en dehors de cet entretien, si vous aviez le choix, que feriez-vous? Et bien souvent les réponses sont aux antipodes. C'est je partirais en Afrique dans une ONG, j'ai rêvé de traverser l'Atlantique à voile, etc. Allez-y, foncez, réalisez vos rêves, libérez votre talent. Et c'est de cette richesse
qu'on peut créer de l'activité, qu'on peut créer des entreprises, qu'on peut créer de belles carrières, de beaux parcours, plutôt que Il y a un âge pour changer de job, non? Ah ben non, mais globalement aujourd'hui, déjà les créateurs historiquement, il y a une dizaine d'années, les créateurs d'entreprises, c'était des quinquas, des gens qui avaient au moins une cinquantaine d'années, des gens un peu experts, mais surtout des gens qui ne trouvaient plus de place dans le monde de l'entreprise. Il y a aussi les parce qu'ils coûtaient quinquas qui ont été cher, virés, etc. voilà. Et aujourd'hui, on a des créateurs qui sont de plus en plus jeunes, puisque l'âge moyen des créateurs aujourd'hui a baissé de quasiment 12 ans en l'espace de 15 ans. Alors, il faut que tout cela se précipite sur le dernier livre, qui s'appelle Créer son entreprise, tous entrepreneurs. Vous dites d'ailleurs, il y a 15 millions de Français qui voudraient créer une entreprise. Globalement, c'est vrai qu'il y a 15 millions d'actifs. Globalement, c'est 50% des actifs. Voilà, on a à peu près 15 millions de Français qui ont envie sérieusement de créer leur entreprise. En tout cas, de créer leur activité, je dirais, parce qu'aujourd'hui, on a quand même une part très importante à l'économie sociale et solidaire, dans lesquelles on a en fait de nouvelles formes d'entreprises. Il y a des nouvelles formes d'entreprises associatives, coopératives, et d'ailleurs, dans certains pays étrangers, en fait, les associations sont des entreprises sans capitaux, par exemple. Donc voilà. Donc créer une activité, créer une entreprise, c'est pas que créer une entreprise au sens où on l'entend, ça peut être aussi créer une association qui a pour vocation d'avoir un impact sur notre environnement, sur l'emploi, sur le climat, et dans les Yvelines, on est super bien lotis. On a pas mal de on a des applications comme Yuka qu'on utilise tous, on a le cœur artificiel, il y a de richesse. Voilà, il y a vraiment avec l'automobile, l'aéronautique, le spatial, vous vous rendez compte un peu la richesse de diversité des entreprises qu'on a, même si le constat dans tous entrepreneurs, c'est souvent j'ai pas d'idée. C'est souvent ce qui revient, je n'ai pas la bonne idée. Mais je vais vous le dire, il n'y a pas besoin d'avoir une bonne idée. On manque de 200 000 codeurs dans notre pays. 200 000 personnes pour coder des applications. Justement, cette ère du sans contact qu'on vit depuis maintenant 1 an et demi. Donc il y a ce sujet-là. Et codeur aujourd'hui, on peut être codeur en 5 semaines. Ah oui. Donc voilà. C'est pas ingénieur informatique. C'est pas ingénieur informatique. Et là, ça peut s'exercer de manière indépendante. On peut gagner correctement sa vie. On a plein d'autres métiers, l'industrie du care, donc tous les soins à domicile. Care, c'est pareil, c'est un peu plus de 100 000 créations d'emplois indépendants qui peuvent être créés là sous 5 ans. Vous voyez, donc on a vraiment énormément d'opportunités. Puis tous les métiers manuels qui ont quasiment disparu. L'artisanat, se meurt. Il y a des emplois. Enfin, alors ça peut être des salariés, ça peut être des créateurs d'entreprise. Les deux peuvent se faire. Alors, il faut renvoyer à tous entrepreneurs si vous avez envie, de créer votre entreprise. Enfin, l'idée, lisez ce livre qui va vous aider. Un mot pour terminer, parce que malheureusement le temps était imparti. Pour terminer, il y a la campagne électorale là, qui commence, présidentielle, qui commence à se lancer. Ça vous passionne? Ça vous laisse indifférent, ou vous pensez que c'est important pour les chefs d'entreprise de savoir qui va gagner au fond? Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que des politiques publiques ont été largement mobilisées ces 5 dernières années en faveur des entreprises et de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est un premier point. Et puis d'autre part, on s'aperçoit qu'il n'y a pas un seul candidat, notamment hier à Villepinte, je crois, qui ne fait l'impasse sur les sujets économiques et entrepreneuriat. Donc c'est dire qu'en tout cas, l'entrepreneur et l'entreprise devient quand même un sujet de première place. Avant, on avait l'emploi, mais on s'aperçoit aujourd'hui que l'emploi, ça passe par les entreprises, parce que si on détruit les entreprises, il va falloir en recréer. Et donc, il va falloir avoir des candidats qui s'intéressent à la façon dont ça fonctionne. Merci beaucoup, Guillaume Quérou. Et donc, vous êtes le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Merci beaucoup.